Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, de la musique et des séries télé. Pour ce numéro 46 de Zap, j'ai décidé de parler d'un blockbuster gargantuesque, je parle bien entendu de Pacific Rim 1, donc ne zappe pas. Pacific Rim est un film de science-fiction sorti en 2013, il a été réalisé par l'excellent Guillermo del Toro, à qui l'on doit le labyrinthe de Pan, dont j'ai déjà parlé juste ici, Hellboy, Mimic, Pinocchio ou encore La forme de l'eau. Avant d'aller plus loin dans l'histoire de ce film, reprenons un petit peu le contexte dans lequel se trouve Del Toro à l'époque. Del Toro, entre 2009 et 2011, était en proie à sa propre image. En effet, ce dernier avait dans ses tiroirs pas moins de 24 scénarios écrits et seulement 10 films produits. Il commençait à devenir le réalisateur dont les projets fous n'aboutissaient jamais. En effet, à l'époque, il bossait déjà sur Frankenstein et avait déjà bien avancé sur le projet. Mais Universal n'a jamais donné le feu vert, peut-être parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire de leur Monsterverse. Et on sait après ce qu'ils ont essayé d'en faire avec la momie, et ça n'a pas été un franc succès, même Dracula. Du coup, le projet reste dans les tiroirs et ne verra d'ailleurs le jour que très prochainement, car on sait que Del Toro va enfin pouvoir partager sa vision de Frankenstein pour la célèbre plateforme Netflix. Et d'ailleurs, à mon triste regret, Garfield n'est plus dans le cast. C'est bien triste tout ça. Avant ce projet de Frankenstein, il avait également le projet de la main gauche de la nuit, mais celui-ci reste lui aussi au placard, ainsi que sa collaboration avec Peter Jackson pour adapter la saga du Hobbit. En effet, en 2008, Del Toro est contacté pour réaliser cette adaptation. L'aventure commence très bien, mais après un travail acharné de 9 mois, le projet stagne à cause de problèmes financiers dont la MGM a du mal à se dépatouiller. Ayant marre d'attendre que la situation se débloque et voyant le temps qu'allait lui prendre la saga du Hobbit en termes d'années, Del Toro quitte le bateau et part se consacrer à son projet le plus fou, les montagnes hallucinées de Lovecraft. Mais là encore, une fois encore, le projet avance sacrément bien, au point même que James Cameron accepte de produire le film, c'est quand même énorme, et Tom Cruise de jouer le rôle principal, rien que ça. En 2010, la société de production Lightstorm Entertainment de Cameron, qui a par le passé conceptualisé le monde d'Avatar, bosse déjà sur l'univers de Lovecraft. Tout est donc enclenché sous les meilleurs auspices, sauf que Universal ne veut pas financer le film. Non pas que le budget soit énorme, Del Toro a besoin de 130 millions de dollars, le problème provient du fait que le film serait interdit aux moins de 18 ans. Del Toro ne voulant pas sacrifier sa vision des choses et Universal ayant peur du risque financier dû à cette restriction d'âge, le projet ambitieux et alléchant est relégué au rebut, même s'il reste encore, faut bien les mettre dans un coin de la tête de Del Toro qui n'en démord pas et veut réaliser ses montagnes hallucinées. Gardons l'espoir, j'ai vraiment hâte qu'un jour ça se fasse. Quoi qu'il en soit, Del Toro se retrouve donc à la case départ, mais l'attente sera courte car si les montagnes hallucinées prennent fin le vendredi, le lundi qui suit, il embarquera dans l'aventure Pacific Rim sur laquelle il bossait déjà en parallèle. Dérive à part numéro 1, l'idée va venir de Travis Bicham. En effet, ce dernier se promène sur la plage de Santa Monica. Au travers de la brume, il distingue une carcasse de grande roue au loin et là son imaginaire s'emballe et le voilà qu'il songe à un immense robot qui combattrait des créatures gigantesques semblables à des dieux. Le postulat de départ est donc posé, et après une réflexion de plusieurs mois, il adviendra que les créatures proviennent d'une autre dimension et que les robots sont pilotés par 2 pilotes. La société de production Legendary, en lisant l'ébauche de 25 pages, va flairer le potentiel et en acheter les droits. Del Toro a rendez-vous quelques jours plus tard chez Legendary, là-bas on lui propose le projet pour lequel il se met initialement en tant que producteur et scénariste, mais la perte de son projet de Lovecraft dont je te parlais juste avant, va tout changer puisqu'il va finalement décider de revenir et de réaliser le film Pacific Rim. En effet, Del Toro veut retrouver le chemin des studios et dans cet univers, Del Toro trouve aussi un peu de réconfort puisque ces grosses bestioles pourraient sortir tout droit d'un roman de Lovecraft. Avec ce projet, il va donc pouvoir se faire plaisir et atténuer un petit peu sa frustration. Dérive à part numéro 2, Del Toro va écrire pas moins de 15 versions du script. Le film a été tourné en 103 jours, Del Toro bossait entre 17h et 18h par jour. Il faut savoir que c'est le tournage de film de Del Toro qui a été le plus court. Le film fut distribué par la Warner et a coûté 190 millions de dollars, plus les frais de marketing qui équivalaient à 70% de plus. Le film est donc un semi-échec parce qu'en tout il a coûté à peu près 320 millions de dollars et on a rapporté que 411. Donc ça peinera à rentrer dans ses frais. Pacific Rim fera trembler Legendary qui aura investi 75% du coût dans le film. Dérive à part numéro 3. Le magazine Variety, lors du premier week-end d'exploitation de Pacific Rim, publia un article faisant la lumière sur le premier week-end catastrophique du film. En effet, lors de son premier week-end d'exploitation, les producteurs n'ont récupéré qu'environ 30 millions de recettes. Cela enfoncera un peu le film, déjà bien enlisé. Mais tout est bien qui finit bien, le film se rattrape hors sol américain et empoche 309 millions de dollars à l'international. De plus, les ventes de DVD aux USA et les produits dérivés ont permis rien que là-bas d'engranger 30 millions supplémentaires vont sauver les meubles. Ouf!
Même si certains lui reprochent son côté simpliste, le bouche à oreille de plus en plus positif autour de ce film laisse entrevoir l'apparition d'une saga. On sait tous par la suite qu'il y aura Pacific Rim Uprising, que je n'ai jamais regardé et qui ne me tente pas trop du fait que Del Toro ne soit plus aux commandes. Alors, de quoi parle Pacific Rim? En 2013, des kaiju, donc des monstres, sortent tout droit de la brèche située dans le Pacifique et attaquent les humains. Ils causent des dégâts considérables et l'ensemble des nations décident de s'unir en créant des robots géants appelés des Jaegers, chasseurs. Initialement, ces robots étaient pilotés par un seul homme, mais la charge neuronale étant trop importante pour un seul homme, il faudrait désormais 2 pilotes par robot qui sont connectés par un pont neuronal pour faire fonctionner le Jaeger. Ceci s'appelle la dérive. Durant le processus de dérive, les 2 pilotes ont accès mentalement au cerveau de l'autre et donc à ses souvenirs. Les 2 pilotes doivent cependant être compatibles. En 2020, les attaques de kaiju sont de plus en plus nombreuses et rapprochées, et on y suit 2 frères Raleigh et Yancy qui partent en mission en affronter un. Lors de ce combat, Yancy est tué et Raleigh peine à revenir sain et sauf sur la côte. Traumatisé par la perte de son frère, Raleigh décide de quitter le programme Jaeger, mais le Marshal Staker Pancoast va venir le trouver pour une ultime mission, envoyer une charge nucléaire sur la brèche. Côté cast, nous avons Charlie Hunnam qui interprète le rôle de Raleigh. Raleigh est un homme un peu tête brûlé qui ne répond pas toujours aux injonctions qui lui sont données. La mort de son frère va le traumatiser, mais c'est sa rencontre avec Mako qui le poussera à reprendre du service. Charlie Hunnam a joué dans la série Sons of Anarchy, mais aussi dans les films Crimson Peak de Del Toro, qui sera juste après Pacific Rim, et dans Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Pour accompagner Raleigh, nous avons le personnage de Mako, campé par Rinko Kikuchi. Mako est la fille adoptive du Marshal Staker. D'abord froide envers Raleigh, que son père vient de dépêcher, elle apprendra à le connaître et deviendra finalement son second pour piloter le Jaeger. Lors du processus de la dérive avec Raleigh, on découvrira une partie de son passé dans une scène qui est plutôt sublime. Rinko Kikuchi a joué dans la série Westworld et dans le moyen film 47 Ronin. Parlons maintenant du père adoptif de Mako, le Marshal Staker. Il est ici campé par Idris Elba. Le Marshal Staker est un homme de poigne qui ne veut pas que sa fille Mako pilote un Jaeger. Lors de la dérive de Mako et de son errance dans son souvenir, on découvrira l'histoire et le lien qui unit Mako à Staker. Staker était un ancien pilote de Jaeger du temps où les Jaegers se pilotaient seuls, mais ce dernier, du fait de la charge mentale trop importante, ne peut plus piloter de Jaeger car son cerveau a subi des dégâts irréversibles. Idris Elba a joué dans la très bonne série The Wire sur écoute, mais aussi dans le très mauvais La Tour Sombre ou encore dans Prometheus qui a pas mal divisé. Dérive à part numéro 4, à la base c'était Tom Cruise qui était envisagé pour jouer le rôle de Marshal Staker. Avant-dernier personnage de Pacific Rim, parlons du Dr Newton campé par Charlie Day. Le Dr Newton est un savant fou qui va faire une découverte capitale en se connectant par le moyen de la dérive à un cerveau de kaiju. Il va ainsi avoir accès à de précieuses informations. Charlie Day a joué dans les séries Philadelphia et New York Police Judiciaire. Clôturons maintenant ce tour des personnages avec son acolyte le Dr Herman joué par Burn Gorman. Herman est lui aussi un savant fou qui est plus spécialisé dans les chiffres. C'est grâce à ses calculs qu'il parviendra à déterminer le temps qui s'écoulera entre chaque attaque de kaiju. Il partagera aussi la dérive avec Newton pour explorer le cerveau du kaiju. Burn Gorman est apparu dans la série Torchwood et dans les saisons 3 et 4 de Game of Thrones, dont j'ai déjà parlé juste ici, où il campe Carl Tanner, un homme du mur. Alors, pourquoi on ne zappe pas Pacific Rim? Tout d'abord, pour son écriture. Oui, Pacific Rim est un gros blockbuster, mais un bon blockbuster, et sa vocation n'est pas de nous faire réfléchir, mais de nous divertir. Et pour divertir le spectateur, hormis le grandiose, il faut une histoire claire et un récit fluide. Et c'est là que le génie de Del Toro intervient puisqu'en une scène de quelques minutes, il parvient à poser tous les codes de son univers et ainsi faire entrer le spectateur dans le film en évitant de longues scènes explicatives qui plomberaient le rythme du film comme c'est le cas dans certains blockbusters de super-héros notamment. Ici, pas de blabla, on découvre l'univers et les enjeux directement par le biais d'une voix off qui pose tout le cadre. La scène suivante, en plus d'être spectaculaire, illustre l'intro tout juste posée et embarque directement le spectateur émotionnellement puisque son issue est de surcroît tragique. De plus, le concept de la dérive permet de manière nouvelle au spectateur d'accéder à une partie de la vie passée des personnages. Le fait d'avoir ce concept de dérive permet une continuité dans le récit et de poser des enjeux autour de ce concept, ce que n'aurait pas permis un simple flashback. Bref, ici Del Toro propose un récit simple, fluide, qui dynamise sa mise en scène. Deuxième point justement, parlons de la mise en scène de Del Toro. Ici, même si les images de synthèse sont belles et bien présentes, Toro veut du photoréalisme et pour ses Jaegers, il ne recule devant rien, notamment en s'intéressant aux machines télécommandées qui désamorcent des bombes et aux équipements militaires modernes. Il fera construire 101 décors dans 3 studios. Les cockpits de ces Jaegers feront environ 6 mètres de haut et pèseront entre 24 et 34 tonnes.
Ces cockpits seront montés sur des bases amovibles afin que les acteurs ressentent les mouvements de leur Jaeger. Dérive à part numéro 5. Il faut noter d'ailleurs que les acteurs ont beaucoup souffert lors du tournage dans ces fameux cockpits. En effet, les coups étaient réels et les acteurs ainsi attachés par les mains, le dos et les pieds ressentaient tout en vrai. Del Toro souhaitait ce réalisme afin que ses acteurs aient des réactions proches de la réalité lors du tournage. Del Toro, pour sa mise en scène, demandera à ce qu'aucun kaiju ne soit une représentation d'une créature déjà existante au cinéma. Il voudra juste que celle-ci soit à l'image des créatures terrestres que les hommes connaissent. Del Toro joue avec les textures bétonnées du hangar pour assurer le spectateur, mais aussi avec les textures plus naturelles et plus mouvantes, imprévisibles, des décors où se déroulent les combats pour effrayer le spectateur, donc décors dans l'eau. Del Toro ainsi sait se saisir de ses environnements pour insuffler des émotions aux spectateurs. Sa gestion des échelles confère également un côté gigantesque à la menace et place le spectateur impuissant face à ces bestioles. Lors de la scène de la péniche qui sert d'arme contre un kaiju par exemple, le spectateur est réduit à une échelle de fourmi puisqu'ici la péniche semble être de la taille d'une baguette de pain face au kaiju. Idem lorsque le Jaeger marche dans la ville et enjambe un pont. Ce jeu des échelles maintient toujours le spectateur en alerte du fait que ce qui est en face de lui est énorme, hors d'atteinte pour lui. Du coup, ça met le spectateur dans une position d'infériorité par rapport à ce qui se déroule devant ses yeux. Donc c'est plutôt intéressant. Enfin, les maquettes utilisées et l'usage de l'eau rendent ce film absolument époustouflant. C'est vrai que moi j'aime pas trop l'eau, mais par contre les scènes de combat dans l'eau, qui sont majoritaires, sont absolument magnifiques. Certaines prises nécessitaient pas moins de 4500 litres d'eau qu'il fallait chauffer car le tournage se déroulait au Canada. D'ailleurs, ces créatures venues des profondeurs et cette présence de l'eau déchaînée fut inspirée par le tableau du Colosse de Goya et la Grande Vague de Kanagawa. Troisième raison pour laquelle on ne zappe pas Pacific Rim, c'est pour ses thèmes. Sous ses airs légers, Pacific Rim est un film traitant du deuil, de la culpabilité de survivre et de la guérison. C'est un film avec une architecture narrative solide. Les cicatrices des personnages sont certes conventionnelles, mais par le procédé de la dérive dont je te parlais tout à l'heure, Del Toro parvient à donner un poids à ces éléments et créer de l'enjeu pour le spectateur. En effet, les pilotes, en se connectant lors de la dérive, ont accès aux souvenirs de l'autre et donc à ses failles, ses blessures, aux blessures du coéquipier. Ce qui aurait pu paraître anecdotique avec les flashbacks sans le concept de dérive permet de faire gagner en profondeur au personnage. L'exemple bien entendu que tu t'attends à entendre, c'est celui de Mako et Raleigh qui se perdent dans les souvenirs de Mako qui est traumatisée par ce qu'elle a vécu enfant. La séance d'entraînement tourne donc très vite au cauchemar. Si Mako veut diriger la machine, elle doit apprendre à guérir ses peurs, faire le deuil de son passé. Le concept de dérive posé par Del Toro est donc génial, puisqu'il permet de donner de l'épaisseur au personnage, sans quoi pas de connexion, pas de Jaeger, pas de bataille et pas de film. Ici, les personnages sont donc dans un processus de deuil et de guérison. Quatrième point pour lequel on ne zappe pas Pacific Rim, pour sa musique. La musique est due à Ramin Djawadi, qui est le compositeur des bandes-son de Game of Thrones, et c'est juste épique sur ce film, et ça confère un côté absolument waouh au film. Donc, la musique est juste excellente. Et dernier point, le film Pacific Rim, on ne peut pas le zapper parce qu'il a beaucoup de scènes cultes. Je pense notamment à la scène du premier combat de Raleigh et Ansi, qui est juste sublime jusqu'à sa fin tragique où Raleigh finit sur une plage brumeuse. C'est juste magnifique. Et je pense aussi également à la scène entre les deux docteurs. Ces deux-là, moi, sont complètement hilarants, ils me font triper pendant tout le film. Et j'aime beaucoup la scène où ils vont... où le docteur, je sais plus si c'est Newton, est avec Hannibal et que Hannibal se fait manger par un kaiju. Je trouve ça vraiment très très drôle. Et en plus de ça, ces personnages secondaires sont vraiment très importants. Donc ils n'ont pas qu'un ressort comique. C'est eux qui vont réellement faire avancer les choses, notamment en se connectant au cerveau du kaiju. Donc voilà, j'aime beaucoup les scènes où ils interviennent de manière générale, mais particulièrement la scène où Hannibal se fait manger. Et enfin, je pense à la scène de bataille où tous les Jaegers tombent un par un, donc on est quasiment à la fin du film, la bataille est épique, les murs s'écroulent, le pont dans le bureau qui fait bouger un boulet métallique, il y a le point qui s'arrête comme ça de mémoire, et puis du coup t'as le boulet qui est... Voilà, et sa conclusion dans l'espace est juste jubilatoire. Bon, ça a un côté un petit peu what the fuck que ça se termine dans l'espace et qu'il retombe comme ça. Mais je trouve que ce combat final, là, on voit absolument toutes les machines, tous les combattants tomber un à un face aux créatures qui ne cessent de revenir toujours plus en nombre. Je trouve cette scène absolument géniale et puis les combats sont dantesques. Je sais plus si le boulier bouge d'ailleurs ou si le point s'arrête juste à temps pour pas toucher le boulier, j'ai un doute. Je crois qu'il bouge, mais voilà. Bon, bref, c'est pas très très grave, mais j'aime beaucoup ce moment-là. Ce film est absolument jubilatoire et qu'est-ce qu'on peut demander de plus du coup à ce divertissement ? Il fait complètement son boulot.
En conclusion, je te conseille fortement de regarder Pacific Rim. 1. C'est un film avec un rythme haletant. 2. Il t'en met plein la vue, les personnages secondaires sont très intéressants, il y a des thématiques sur le deuil qui peuvent intéresser les gens, cela reste pour moi un de mes blockbusters préférés que j'aime revisionner très régulièrement. Donc rien que pour ça, ne le zappe pas. Le numéro arrive à sa fin, si tu l'as aimé, soutiens-moi avec un pouce et abonne-toi en cliquant sur s'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos à venir. Je te dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye!